Monsieur Nicolas Gachon est un professeur d'histoire contemporaine au département d'histoire de l'Université Paul Valéry, Montpellier 3. Il est spécialiste des États-Unis des questions politiques, intérieures comme internationales. Il a notamment été en poste à l'ambassade de France aux États-Unis, puis à l'ambassade de France au Canada, ainsi que dans 2 universités américaines, à Rutgers University, dans l'État du New Jersey, ainsi qu'à l'Université du Wisconsin à Madison. Ses recherches portent en ce moment sur ce qu'il décrit comme des asymétries intrapartisanes pour expliquer le devenir du bipartisme aux États-Unis. Sa conférence de cet après-midi porte sur la problématique du libéralisme démocrate, tel qu'incarné par Joe Biden dans la perspective de l'élection présidentielle américaine de ce mois de novembre. On vous laisse la parole, monsieur Gachon. Okay. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Tout d'abord, je remercie l'extraordinaire association IRIS, Tom Besnier en particulier, Alban, et toute la petite équipe d'hyperactifs que j'ai vu évoluer depuis quelques temps autour de ce projet, qui est très intéressant. Merci à toutes et tous, merci aux collègues qui se sont déplacés. Voilà, je vais vous parler du cas, ce que j'ai appelé le cas Joe Biden. Et au-delà du cas Joe Biden, je vais vous parler du Parti démocrate aux États-Unis, tel qu'il est positionné ou prépositionné dans la logique de la présidentielle. Et on va essayer de faire ça sous un angle un petit peu, pas technique, mais vraiment pratique et politique pour essayer de contourner l'espèce de bruit médiatique qu'on entend en ce moment, c'est-à-dire cette espèce de série, de saison 2 de l'élection de 2020, où on a en gros à savoir qui de Joe Biden ou de Donald Trump sera finalement le plus ou le moins détesté au mois de novembre. Donc ce conflit entre un vieillard apparemment coulant qui ne pourrait plus se présenter et un autre vieillard, mais beaucoup plus jeune, de 4 ans, autocrate en puissance et dont tout le monde est en plus empêtré dans toutes sortes de péripéties judiciaires. Donc ce qu'on va faire, nous, on va regarder quelle est la perspective du Parti démocrate, beaucoup en termes structurels, et j'espère arriver à vous montrer que finalement les déboires du Parti démocrate, parce qu'on peut parler de déboires du Parti démocrate, ne sont pas autant dus que ce qu'on pense au Parti républicain ou à la personnalité de Donald Trump, qui sont des facteurs irritants, c'est certain, mais pour une large part à ses propres contradictions. Voilà. Donc pour commencer, on va commencer de la manière la plus humble qui soit. On va commencer par une simple ligne que vous voyez derrière Alban, là. Et cette ligne, on va considérer qu'on va partir de cette ligne pour construire un objet d'analyse ensemble. Cette ligne, c'est la ligne de fond, on va dire que c'est la ligne de fond de la démocratie, la base, le peuple, les électeurs, le corps électoral. Et dans le corps électoral, ceux qui ont une conscience politique et qui sont, disons, qui ont un engagement. En anglais, on appelle ça des grassroots, donc la base militante, si vous voulez. La métaphore est intéressante. Grassroots, il y a peut-être une allusion subliminale à l'état de nature, qui sait. En tout cas, ces racines, pour nous, sont intéressantes, d'autant que étymologiquement, la racine, c'est lié à la possibilité d'un radicalisme, c'est-à-dire de ce que la démocratie peut, selon les cas, produire de pire ou de meilleur. Bon, on va filer la métaphore, donc on va se mettre un petit peu de verdure pour les grassroots. Et pour nous, c'est intéressant parce que c'est à ce stade que commence le cycle électoral aux États-Unis, avec le cycle des élections primaires, qui est la phase du processus électoral où chaque parti va désigner son candidat à la présidence. Donc nous, on va s'intéresser au Parti démocrate, le but dans la première phase étant de remporter l'investiture du parti. Là, on entre là. Et pour remporter l'investiture du parti, eh bien, il faut parler au niveau des brins d'herbe, au niveau de la base militante, et leur faire des propositions politiques qu'ils soient en mesure d'entendre. Et donc, les propositions qui sont faites à ce moment-là, au moment des primaires, très souvent sont des propositions assez militantes. C'est-à-dire qu'on s'adresse aux militants du parti, on veut obtenir l'investiture du parti. Le problème, c'est que, vous le savez, c'est une élection qui se joue en 2 temps, et que, à ma connaissance, et à la vôtre, j'en suis sûr,
Les élections ne se gagnent pas là, hélas, peut-être. Et l'élection générale, celle qui va avoir lieu au mois de novembre, 2024, donc le premier mardi de novembre. Donc l'élection se joue au centre, l'élection générale va se jouer au centre, dans un centre que les Américains aiment bien parler de centre vital, ou j'ai pris l'expression mainstream, cette sorte de courant principal de la démocratie. C'est là que ça se joue, et idéalement, donc, il faut atteindre la barre des 50%, c'est la démocratie, et si possible, aller un petit peu plus loin, et aller convaincre quelques électeurs du parti opposé, quelques modérés du parti opposé. Donc la zone dans laquelle se joue la présidentielle, où les enjeux vont être réalisés ou non, c'est cette zone que j'ai surlignée en jaune. C'est là que ça va se jouer. Pour pouvoir arriver à 50%, pour pouvoir séduire quelques électeurs modérés du parti opposé, eh bien, le même candidat qui s'est fait investir aura des pâquerettes au niveau des grassroots, sur l'herbe, va devoir faire une autre série de propositions. En tout cas, il va devoir ajuster ses propositions et donc formuler des propositions politiquement beaucoup plus consensuelles. Pas besoin d'avoir fait de très très grandes études politiques pour comprendre que les propositions que je viens de qualifier de consensuelles, telles qu'elles sont représentées sur ce schéma, elles sont à l'orthogonale des propositions qui ont été faites initialement dans la première phase des primaires. Donc on observe un arc que j'ai marqué en rouge ici, et cet arc, pour le schématiser, vous avez notre candidat, peut-être ici, qui va faire des propositions militantes au niveau des grassroots, et une fois investi, va devoir concourir donc, pour l'élection générale et essayer de devenir président des États-Unis, mais pour arriver à faire ça, il va falloir qu'il aille faire des propositions donc, consensuelles, ce qui va induire donc un renversement, vous voyez, on le fait bouger dans un sens et dans l'autre, c'est très amusant, les Américains appellent ça flip-flop. Voilà. Et les candidats qui font ça se font généralement affubler sur des réseaux sociaux d'une paire de tongs, flip-flop. Et ce renversement, cette inversion, ce changement de ton, ce passage de la proposition militante à la proposition consensuelle, crée un sentiment de frustration, crée ce que je qualifie, moi, d'arc de frustration. Il y a un arc de frustration. Il y a toute cette zone-là en rouge, on peut tout mettre en rouge. Il y a une véritable zone de frustration qui marque la différence entre ce qui s'est passé au niveau des grassroots et ce qui va se passer au moment de l'élection générale. D'accord ? Au-delà, cette frustration, pour nous, elle pose la question de la problématique de la démocratie représentative. Et ça, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Un sujet compliqué, la démocratie représentative, c'est un sujet d'actualité. On pourrait même se demander, pas aujourd'hui, si elle existe vraiment, la démocratie représentative, ou si on se satisfait de l'idée qu'elle existe. C'est-à-dire, est-ce que, en tant que citoyen, j'ai été désamorcé par le fait d'avoir déposé un bulletin dans l'urne, et puis après, ceux qui sont au pouvoir font ce qu'ils veulent. C'est tout un débat. Ici, le sentiment de frustration m'intéresse parce qu'il est vraiment lié à la problématique de la démocratie représentative pour deux raisons. Un, au niveau des grassroots, qui dit démocratie, dit représentation, démocratie représentative, il faut absolument représenter la base, nécessité de représenter, c'est le fondement de la démocratie. C'est indiscutable. En même temps, représenter pour représenter, très honnêtement, ça ne sert strictement à rien si vous ne remportez pas le pouvoir. Tout le monde peut représenter, ça ne mange pas de pain, ça ne sert à rien. Le deuxième volet de la démocratie représentative, c'est qu'il faut absolument remporter le pouvoir, c'est l'autre fondement de la démocratie. Il ne suffit pas de représenter, il faut remporter le pouvoir. Est-ce que j'ai résolu mon problème? Absolument pas. On a toujours ce sentiment de frustration, ce que j'appelle cet arc de frustration, que je vais isoler pour vous. On connaît les conséquences. Abstention de l'électorat. On en a marre des partis politiques. On en a marre de se faire raconter n'importe quoi. Et une fois que la personne est élue, elle fait tout à fait autre chose.
affaiblissement des partis politiques. L'électeur ne va plus voter pour un parti, il va voter pour un individu, pour une personnalité qui incarne quelque chose. Les temps ont changé. Quelques générations en arrière, vous aviez des familles de républicains, vous aviez des familles de démocrates, et vous pouviez prendre le problème dans un sens ou dans l'autre. Un républicain allait voter républicain, un démocrate allait voter démocrate, point barre. C'est plus du tout comme ça. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des split tickets, vous connaissez peut-être cette expression, où, bien, dans le secret de l'isoloir, enfin, pas exactement un isoloir aux États-Unis, pas toujours, eh bien, le même électeur, au même moment, va pouvoir voter pour un président démocrate de la main gauche et de la main droite va voter républicain pour une élection locale. Ça s'appelle des split tickets. Ça veut dire qu'il y a un affaiblissement du parti politique et que l'électeur va répondre à des stimuli tout à fait différents. Défiance entre les élites, ce qu'on appelle l'establishment. La victoire de Trump en 2016 est en large part due à ça. Renforcement et polarisation des extrêmes. Et puis, populisme au pluriel. Je ne vais pas trop vous parler du ou des populismes, puisque vous verrez Léa Chevrolier la semaine prochaine. Et je suis certain qu'elle vous en parlera. Donc, ce que je viens de vous décrire, c'est applicable à peu près à toutes les élections présidentielles américaines. Il y a un cas qui diffère. C'est le cas de l'élection de Trump en 2016. Je ne vais pas semer le trouble chez vous, donc je ne vais pas en parler tout de suite, éventuellement plus tard dans les questions ou ailleurs, mais voilà. La deuxième chose que je voudrais voir avec vous, c'est réfléchir à ce que c'est qu'un parti politique. Il y a plusieurs composantes dans un parti politique. La première, c'est les militants. Premier étage de la fusée. Le deuxième étage de la fusée, ce sont les élus du parti. Et le troisième étage, c'est l'état-major. Étant donné qu'on est parti sur une base très illustrée, donc on va remettre un petit peu de verdure pour les grassroots. Vous vouliez des élus, eh bien voilà. Et puis, sur l'état-major, eh bien, pour le Parti démocrate, ça s'appelle the Democratic National Committee. Simple à comprendre. Et on va mettre en plus le petit âne du Parti démocrate au-dessus. On ne se refuse rien. Pour simplifier encore, je vous rappelle que les militants sont des grassroots. Je suppose que tout le monde a compris ça maintenant. Et il y a ce socle au-dessus que je vais regrouper en deux, et on va dire que c'est the establishment. Et on va remettre le petit âne du Parti démocrate. Voici grosso modo comment se structure un parti politique. Et en fait, on a de manière symétrique à peu près la même chose du côté du Parti républicain. Il y a un débat en ce moment auquel je participe à ma toute petite mesure. C'est une chose que je crois, c'est qu'il y a une espèce de, j'allais dire implosion, non, explosion du système politique américain, du système partisan aux États-Unis. À certains égards, parfois, on a l'impression qu'on passe d'une sorte de bipartisme un petit peu vieilli à presque un embryon de quadripartisme avec ces establishments qui essaient d'évoluer indépendamment et les grassroots qui partent de leur côté. Je ne vais pas traiter ça aujourd'hui parce qu'il faudrait le faire de manière symétrique entre des républicains et des démocrates. Et donc, je vais éliminer les républicains. Que se passe-t-il du côté du Parti démocrate? Le Parti démocrate, bon, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire du Parti démocrate, c'est un parti qui a commencé, fondé vers 1828-1830. Ce qui va m'intéresser ici, c'est la fin des années 60, une période qu'on a appelée la contre-culture, avec l'émergence de ce qu'on a appelé la nouvelle gauche aux États-Unis, et qui a marqué un déplacement idéologique, en tout cas du corps de doctrine du Parti démocrate, vers la gauche. Voilà. Sur cette lancée, vu que c'était assez cohérent, on a vu donc l'establishment, les grassroots se décaler vers la gauche, donc adopter des positions beaucoup plus à gauche qu'auparavant. Dans la foulée, ils ont présenté à la présidentielle de 1972 un candidat, George McGovern, très marqué à gauche, avec des idées
idéologiquement très à gauche. En tout cas, beaucoup plus à gauche que ce qu'on avait pu observer auparavant. Le résultat de ces élections a été une véritable catastrophe pour le Parti démocrate. Vous voyez la carte en bas, le rouge étant le Parti républicain, le bleu, si vous pouvez le discerner, étant le Parti démocrate. Donc, victoire écrasante de Richard Nixon, dont Antoine Copolani est l'un des biographes, Richard Nixon, qui écrase complètement George McGovern dans des proportions indiscutables. 60,7% du vote populaire contre 37,5%. Et en termes de grands électeurs, 520 grands électeurs pour Nixon, 17 électeurs pour George McGovern. Là, je repars sur ma problématique de démocratie représentative. Là, les démocrates se disent, bon, on va essayer de représenter la base, le résultat, c'est un cataclysme. Il y a le deuxième volet de la démocratie représentative, il faut absolument remporter le pouvoir. Donc, voici ce qu'on va faire de George McGovern. On va s'en débarrasser. Et en tout cas, on va se débarrasser du positionnement politique qui va avec. Ils n'ont rien fait à M. McGovern, rassurez-vous. Et donc, le Parti démocrate a décidé de se réorienter vers le centre, mais en allant vers le centre, se réorienter vers une droite relative. L'establishment a fait ça. C'est là que je peux commencer à vous parler d'asymétrie naissante. Les grassroots, elles, n'ont pas bougé, sont restées alignées sur une position plus à gauche, et même si j'avais mauvais esprit, et j'ai un petit peu mauvais esprit, il y a même des grassroots qui ont glissé encore un peu plus vers la gauche, par provocation et par mécontentement du nouveau positionnement de l'état-major du Parti démocrate. L'état-major du Parti démocrate n'a pas voulu en démordre, et sa position a été, de toute façon, il faut remporter les élections. Donc, déplacement de l'état-major, en tout cas des perspectives de l'état-major du Parti démocrate, vers le centre. Pourquoi vers le centre? Je reviens à mon schéma de tout à l'heure. Bien, tout simplement parce que c'est là que se gagnent les élections. Il faut aller vers le centre et, idéalement, franchir la barre des 50% pour aller convaincre quelques modérés du parti opposé. Donc, là, vous avez très exactement ce que je décris sous l'appellation asymétrie intrapartisane. C'est-à-dire que le haut du corps est parti d'un côté, les jambes de l'autre. Vous comprenez que pour les Jeux Olympiques de Paris, c'est très mal engagé. Ça pose un deuxième problème au-delà de la structure, c'est, en fait, on est en droit, c'est un parti politique, on est en droit de se demander, mais qu'est-ce qu'ils essaient de nous vendre au juste? Formulé correctement, quid du corps de doctrine? Quelle est la doctrine du Parti démocrate? Avec le haut qui part à droite et le bas qui part à gauche. Sur cette question, vous allez entendre Léa Chevrolier la semaine prochaine, qui est une jeune chercheure, qui est très brillante, et dont j'ai l'honneur et le plaisir de diriger la thèse. Léa travaille sur la zone que j'ai isolée en bleu, qui est grosso modo celle dont je suis en train de vous parler. Le travail de Léa consiste à étudier la nécessité, l'obligation des deux morceaux, si vous voulez dire, si j'ose dire, de l'establishment et des grassroots, la nécessité de trouver ou d'opérer ou de négocier une synthèse pour que politiquement, on retrouve une cohérence politique qui, à terme, puisse avoir un impact électoral conséquent et positif. Qui dit synthèse, c'est très simple, il n'y a qu'à demander aux intéressés. Si vous demandez aux grassroots, ils vous disent, ben voilà. Si vous demandez à l'establishment, ben voilà. Et donc, Léa travaille sur ces choses-là à travers une période, donc à partir de la présidence de Bill Clinton, et je ne veux pas vous vendre son travail, ça n'est pas mon rôle, mais je peux vous dire donc que sa position, c'est que cette synthèse est tout à fait improbable en l'état actuel des choses, et c'est d'ailleurs le titre de sa thèse, Populisme du peuple contre populisme des élites, l'improbable synthèse du Parti démocrate depuis
la présidence de Bill Clinton. Si j'avais mauvais esprit, mais j'ai, comme je vous le disais, un petit peu mauvais esprit, j'aurais presque envie de vous dire que c'est d'autant plus improbable que la seule personne que je connaisse en ce moment qui soit en mesure, ou qui arrive, et ça a été le cas en 2020, et ça commence à être le cas en 2024, si les démocrates n'arrivent pas à opérer de synthèse, il y a quelqu'un qui arrive à garder, à maintenir la cohésion du Parti démocrate, c'est Trump. C'est-à-dire que l'épouvantail Trump produit un tel effet que ça maintient, je ne dis pas que ça remet exactement le corps sur le train sur les jambes, hein, mais ça maintient quand même l'édifice démocrate relativement uni. L'épouvantail Trump a cet effet-là. Enfin, donc ça, je laisserai Léa traiter ces questions. Une autre chose dont Léa nous parlera peut-être, mais je sais qu'elle m'écoute, donc c'est des messages subliminaux pour elle aussi. Léa s'est rendu compte que, étant donné que l'establishment est parti sur la droite, il y a un espace qui s'est libéré au-dessus des grassroots. C'est très imagé ce que je fais, en fait, c'est plus compliqué que ça. La nature, puisque c'est de l'herbe, ayant horreur du vide, il y a une espèce de coquille vide au-dessus des grassroots. Et vous avez des courants politiques aux États-Unis, notamment Bernie Sanders, qui va se donner pour mission d'aller investir, d'aller occuper la coquille vide. Voilà. Donc Léa vous parlera peut-être de ces choses-là, mais elle travaille sur cette question. Donc j'en reviens, moi, à cette asymétrie et à la question que je nous posais tout à l'heure, quid du corps de doctrine du Parti démocrate. Si vous connaissez un petit peu l'histoire des États-Unis au XXe siècle, le marqueur idéologique pour le Parti démocrate, c'est le New Deal de Franklin Roosevelt, après la crise de 29, changement majeur dans l'histoire des États-Unis. Pour la première fois, le gouvernement donc, va mettre les doigts dans l'économie, enfin administrer, gérer, etc. Vous connaissez ça par cœur. Je vais faire réapparaître les républicains. Parce que vous comprenez bien que les républicains ont une bête noire, c'est Franklin Roosevelt et le New Deal. Les démocrates vont dire c'est progressiste, c'est un progrès social, un progrès politique, un progrès économique. Les républicains vont dire c'est du socialisme, c'est du collectivisme, et donc c'est complètement anti-américain. Ils appellent ça big government, cette espèce de gouvernement tentaculaire, surgonflé, on crée des administrations, des agences, etc. Pour eux, c'est du socialisme. Et donc, le socialisme étant une doctrine profondément opposée à ce qu'il y a au mainstream américain, c'est complètement un-American. Bon, il y a des gens très énervés au Parti républicain. Il y a beaucoup de républicains qui ne croient pas un seul instant que ce soit du socialisme, mais le label socialiste est très efficace. Il est très efficace. Pourquoi ? Il provoque quelque chose, c'est que l'establishment démocrate tend à gommer un petit peu l'affiliation idéologique au New Deal et à se repousser vers le centre, à retourner vers le centre à des fins d'éligibilité, pour ne pas être inéligible dans un pays comme les États-Unis. Puisqu'il s'agit de regagner ce qu'on appelle le mainstream, et comme je vous l'explique depuis le début, de convertir quelques éléments du parti opposé. La mécanique républicaine est extrêmement efficace. Ça marche vraiment bien. J'en veux pour preuve le cas de M. Clinton, président démocrate, qui, en 1996, lors du discours sur l'état de l'Union, le discours sur l'état de l'Union, c'est un discours que le président des États-Unis est constitutionnellement obligé de faire une fois par an. Bill Clinton, vous pouvez lire ce qui est derrière moi, va prononcer cette phrase impensable pour un démocrate. The era of big government is over. Big government, c'est comme ça que les républicains qualifient le New Deal et tout ce que les démocrates essaient de faire. Et voici que vous avez un président démocrate extrêmement populaire qui dit « Ah non, mais ça, c'est terminé.
On va écouter Clinton. We know big government does not have all the answers. We know there's not a program for every problem. We know and we have worked to give the American people a smaller, less bureaucratic government in Washington. And we have to give the American people one that lives within its meaning. The era of big government is over. Propos incroyable pour un démocrate. Incroyable. Donc c'est notamment pour cette raison que le travail de recherche de Léa Chevrolier part de la présidence de Bill Clinton. Je vais vous montrer un autre, un autre démocrate, Barack Obama. À cette époque-là, il n'était pas président des États-Unis. C'est pendant la Convention démocrate de 2004, lorsque George Bush s'est présenté pour un second mandat et qu'on a vu cet extraordinaire sénateur de l'Illinois faire un discours tout aussi extraordinaire qu'il a rendu célèbre. Mais même dans les propos de Barack Obama, on décèle à plusieurs endroits, et même dans ses discours, plus tard dans ses discours de campagne, une approche très feutrée par rapport à tout ce qui concerne big government et l'investissement massif et la surgestion par le gouvernement fédéral. I meet in small towns and big cities and diners and office parks. They don't expect government to solve all their problems. They know they have to work hard to get ahead, and they want to. Bon, il y a un petit décalage, mais heureusement, c'est écrit sur la gauche. Deux présidents démocrates. Ce qui est intéressant, c'est de réaliser que la matrice idéologique derrière tout ça, elle est républicaine. Et si on remonte au premier discours d'investiture de Ronald Reagan, qui, avec son style inimitable, prononce cette phrase: In this present crisis, government is not the solution to our problem, government is the problem. Pas besoin d'avoir fait beaucoup d'anglais pour comprendre la brutalité du propos. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Donc il y a un phénomène en politique qu'on appelle, il y a un historien qui s'appelle Skowronek, ça ne me dira rien, mais qu'on appelle political time, et qui montre que, après des grands présidents, même si on peut aimer ou pas aimer Reagan, l'influence est telle qu'il y a une influence qui va durer pendant un certain nombre d'administrations, y compris si on a un changement de couleur politique, et on voit bien là l'impact de ce revirement idéologique sur les administrations qui ont suivi. Je reviens sur Obama. Je suppose que vous êtes comme moi, tout le monde aime beaucoup Barack Obama. Mais c'est quand même sous Barack Obama que beaucoup de choses se sont passées. Et c'est quand même en partie en raison d'un certain nombre de manquements de l'administration Obama. Je ne l'incrimine pas forcément. Le président Obama a eu affaire à des congrès hostiles et donc n'a pas pu mettre en œuvre tout ce qu'il avait promis. Mais avec cette espèce de rêve, on dit empouvoirment en français, j'aime pas du tout cette expression, c'est empowerment en anglais, le fameux yes we can, ou hope ici, où on a cru que ça y est, on était enfin délivré de l'ère Bush, on allait revenir à une Amérique respectable, etc. Mais c'est néanmoins sous Barack Obama qu'on a vu émerger un certain nombre de choses. Le mouvement Occupy Wall Street, c'est pas sous Bush, c'est pas sous Trump, c'est sous Obama que c'est sorti. Black Lives Matter, c'est sous Obama que c'est sorti. Alors que c'était le premier président noir des États-Unis. C'est sous Obama qu'on a eu une poussée à gauche de la gauche, Bernie Sanders. Si Obama avait apporté suffisamment aux grassroots de gauche, quel intérêt? Comment Bernie Sanders aurait-il pu faire une telle poussée? Et de même, on a vu émerger des personnalités comme Alexandria Ocasio-Cortez, donc,
On sent bien que pendant l'administration Obama, la tectonique des plaques a joué. Il y a eu des frustrations, celles dont je vous ai parlé, et le résultat, ça m'est douloureux de vous le dire et de vous le montrer, le résultat. Voilà. Alors, les États-Unis ont-ils élu l'inéligible? Ou alors, comme je le dis toujours à mes amis américains, en même temps, si vous l'avez élu, c'est la démocratie, c'est que vous l'avez voulu. Si vous l'avez élu, c'est que vous le méritez. Ça s'applique aux États-Unis, ça s'applique à tous les pays démocratiques. Pour comprendre quelle est la problématique du Parti démocrate, je vais revenir à la convention du Parti démocrate de 2016 qui s'est tenue à Philadelphie. Et qui a été un véritable psychodrame. Pourquoi un véritable psychodrame? Puisque, à la fin, vous aviez deux candidats en lice. Hillary Clinton, grande figure de l'establishment démocrate, et puis Bernie Sanders, incarnation des grassroots, notamment des plus jeunes. Ce qui s'est passé, c'est que l'establishment démocrate s'est trouvé devant la situation où Bernie Sanders allait remporter l'investiture du Parti démocrate. Vous connaissez l'Empire contre-attaque, il y a l'establishment contre-attaque. Première victime collatérale, la présidente du Democratic National Committee, donc la tête de l'état-major démocrate. Elle est poussée à la démission. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des révélations sur... c'est la tête de l'establishment démocrate. Elle est poussée à la démission parce que Wikileaks a révélé qu'elle a mené une campagne contre Sanders. Contre Bernie Sanders, pour discréditer Bernie Sanders. Ben, entre démocrates, ça ne se fait pas. On sait que Debbie Wasserman Schultz, présidente du Comité national démocrate, donc est une très proche d'Hillary, sans doute qu'elle est toujours, une très proche de Hillary Clinton. Voilà. Et Wikileaks a révélé un certain nombre de choses, donc il y a eu tout un tas d'emails, de SMS qui ont pu être dévoilés. Il y en a un, donc je vous cite un extrait, donc on voit pour le Kentucky et la Virginie occidentale, peut-on demander à quelqu'un de lui demander, donc à Sanders, ce qu'il pense, est-ce qu'il croit en Dieu? Et il s'est contenté de dire qu'il avait un héritage juif, je crois avoir lu qu'il est athée. Ce qui montre que l'establishment démocrate a fait en sorte d'essayer de discréditer Bernie Sanders sur sa judaïté, sur sa foi, sur n'importe quoi pour le faire chuter et faire en sorte qu'il n'obtienne pas l'investiture du Parti démocrate. Révélé par Wikileaks, et donc Debbie Wasserman Schultz est conduite à la démission. Les amis, ça n'a pas été suffisant. On va s'intéresser un peu plus davantage à cette convention démocrate. Il y avait 4766 délégués. Dans ces 4766 délégués, il y en avait 4051 qui étaient ce qu'on appelle des pledged delegates, donc je vais traduire par des délégués engagés. Engagés pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont été élus sur le terrain, dans les circonscriptions, et donc ils représentent, démocratie représentative, ils représentent des gens. Donc il y en a certains qui représentaient Hillary Clinton, d'autres qui représentaient Bernie Sanders. Donc là, pour regarder ma métaphore, on est en plein dans la base militante des grassroots. Dans un monde parfait, ça se suffirait à ça. Et chez les républicains, on s'arrête là. Chez les démocrates, on ajoute 715 super délégués qui, eux, ne sont pas engagés. C'est beaucoup, c'est-à-dire à peu près 15% des délégués. Eux n'ont pas été élus. Eux ne représentent personne, et donc eux peuvent voter jusqu'au dernier moment pour absolument qui ils veulent. Qu'est-ce qu'il y a de démocratique là-dedans? Je le laisse à votre évaluation.
C'est qui ces délégués, ces super délégués? 21 gouverneurs démocrates. Ce pas des citoyens lambda, non? 46 élus démocrates du Sénat des États-Unis. 191 élus démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis. 20 éminents dirigeants du parti, dont d'anciens présidents du Comité national démocrate. Et enfin, 437 membres élus du Comité national démocrate. C'est-à-dire tout le gratin du Parti démocrate, de l'état-major démocrate. Ça ressemble à ce que je vous ai montré tout à l'heure, les grassroots, les élus, le Democratic National Committee, et donc the establishment. La présidente du Comité national démocrate a été poussée à la démission pour avoir littéralement agi contre un des candidats. Je vous ai dit que ça n'avait pas été suffisant. Voici l'État de Virginie occidentale, aux États-Unis, West Virginia. Donc, qui a fait l'objet d'une élection primaire. Je vais vous montrer les résultats de l'élection primaire. 55 comtés. Tous les comtés ont été remportés par Sanders, Bernie Sanders. Tous. Tous. 100% des comtés. Donc, en termes de résultats, le jour de la convention, ça donne à Bernie Sanders une victoire en voix. Donc, il obtient 18 délégués par rapport à Hillary Clinton, qui n'en obtient que 11. Ça aurait suffi. En l'état actuel, il était investi candidat du Parti démocrate. Sauf que, à la dernière minute, abracadabra, 8 superdélégués sont ajoutés et décident de voter Hillary Clinton. C'est pas très fin, c'est 8, juste pour faire un de plus que Bernie Sanders. C'est-à-dire que c'est parfaitement légal, hein, puisque le système des superdélégués existe. On fabrique une victoire de Hillary Clinton en lui donnant une voix de plus que Bernie Sanders, alors qu'il a gagné la totalité, il a remporté, lui, la totalité des comtés. C'est-à-dire que Hillary Clinton les a tous perdus. Un peu gros, hein? Depuis, le système des superdélégués a été supprimé. Il y a une personne, et je trouve que j'y étais, moi, il y a une personne qui a parlé de ça beaucoup, c'est Michael Moore. Et donc, il y a un extrait que je vais vous diffuser. Donc, il sera peut-être un petit peu en décalé, puisque j'ai l'impression que c'est en décalé. Mais Michael Moore montre très bien le psychodrame, où on voit la représentante de West Virginia dire « C'est Hillary Clinton qui a gagné ». Et dans le psychodrame, on voit derrière une déléguée qui a le courage de dire « Non, non, c'est pas vrai. Bernie Sanders a gagné, il a remporté les 55 comtés ». Et on voit Bernie Sanders presque les larmes aux yeux, pour ne pas que le Parti démocrate explose, reconnaître sa défaite, alors qu'il venait de remporter. Donc, en fait, il savait très bien qu'il avait remporté cet État. Even though Bernie Sanders won all 55 counties in West Virginia, with Hillary not winning a single county, the West Virginia Democratic Party went to the Democratic National Convention and told this lie to the American people. West Virginia, Madam Secretary, 19 votes for the next president of the United States, Hillary Rodham Clinton, and 18 votes for Senator Bernie Sanders. The single lone West Virginian did her best to put her little homemade sign within the camera frame so that the American people would know the truth. The West Virginia Democratic Party decided to alter the results of the West Virginia primary by ignoring the will of the people and adding their own super delegates, i.e., party loyalists,
people picked by the party X. Just like all the state Democratic parties did. Indiana. Just Michigan. Michigan. Montana. New Hampshire. Hillary Clinton. Rhode Island. Hillary Rodham Clinton. Vermont. Hillary Clinton. I move that the convention suspend the procedural rules, and I move that Hillary Clinton be selected as the nominee of the Vous comprenez que donc, le résultat, c'est que donc, Hillary Clinton est devenue la candidate du Parti démocrate. Monsieur Trump n'y est pour rien. Hein. Vous comprenez bien que ces questions ambiance chez les démocrates, avec la tête et le tronc qui partent vers la droite et les jambes qui partent vers la gauche, au bout d'un moment, ça crée ce genre de choses. Et quand Léa Chevrolier vous explique que la synthèse est improbable, le mot est faible. Le mot est faible. Incidemment, ça alimente aussi chez Donald Trump cette idée qu'on entend depuis la présidentielle de 2020, que les démocrates quand même sont super forts pour truquer les élections. Même si celle de 2020 n'est pas du tout discutable. Mais ça fait partie des choses qui sont utilisées par l'état-major républicain pour dire à la base républicaine, regardez ce dont sont capables les démocrates. Voilà. Amen. Résultat, encore une fois, ben oui. Donc on a un pays qui est extrêmement polarisé, et donc je vais vous projeter là, c'est pas pour le détail, c'est plus pour les couleurs, vous montrer l'évolution du Congrès des États-Unis au fil des années. Il y a deux partis, et il faut que les partis politiques puissent collaborer. Il y a certaines choses au Congrès des États-Unis qui sont votées avec des majorités des 2/3, par exemple. Majorité des 2/3, c'est pas vraiment la démocratie. La démocratie, c'est 50-50. 2/3, il faut quand même qu'il y ait une logique bipartisane. Ça a longtemps été possible, puisque vous voyez bien que le rouge et le bleu se superposent très souvent. Donc là, c'est une démocratie qui fonctionne. Vous pouvez être du côté rouge ou du côté bleu. Vous pouvez gagner les élections, tantôt les perdre, mais bon, c'est l'effet des mécanismes démocratiques. Je vous ai parlé de Reagan tout à l'heure. C'est un moment pivot dans l'histoire du XXe siècle, puisqu'à partir de Reagan, regardez ce qui se passe. Donc, dans la fin, à partir des années 80 et jusqu'à la fin jusqu'à aujourd'hui, on se trouve dans un système qui se polarise. Les démocrates sont très démocrates, les républicains sont très républicains, et surtout, on ne travaille plus ensemble. Ça a des inconvénients. Un des inconvénients, et c'est pas c'est un des embêtants, mais c'est pas le plus grave pour moi aujourd'hui, dans ce que j'ai à vous dire, c'est une baisse de la productivité législative. Et il devient difficile de voter des lois. Regardez où on en est, par exemple, en 2011, vous voyez bien que là, on est sous Obama, et l'élection du premier président African-American a encore plus polarisé les choses. Voici l'état de la Chambre des représentants 2015-2016 quand Trump a été élu. Vous comprenez bien que c'est peut-être pas la grande ambiance chez les démocrates, mais c'est encore moins la grande ambiance entre démocrates et républicains. Est-ce que la situation est meilleure aujourd'hui? Voici le Congrès actuel, sur une autre représentation. On est aujourd'hui dans le 118e Congrès des États-Unis. Vous voyez bien qu'il y a une zone au milieu,
vers une espèce de no man's land politique. Par comparaison, 1947-49, c'était donc sous Truman, Harry Truman, donc un président démocrate. Vous voyez bien qu'il y avait une opposition, une majorité, mais cette zone où il y avait possibilité, donc une zone de superposition où les deux partis pouvaient travailler ensemble. Aujourd'hui, sous Joe Biden, donc on en est là. Polarisation extrême. Donc je vais en arriver à l'élection de 2020. En 2020, branle-bas de combat chez les démocrates. Il y a eu une présidence Trump pendant 4 ans. Il faut tout faire pour que Trump ne soit pas réélu pour les démocrates. C'est pas moi qui ai fait ça. Je ne vous serais pas permis. Anyone but Trump. Tout le monde dit ça. Les militants disent ça. Tout le monde est chauffé à bloc. Il faut se débarrasser de M. Trump. Et donc on dit, ok, mais qui va y aller? Et là, c'est un peu plus compliqué. Voici la liste, il y a du monde quand même, hein. Voici la liste des candidats, pas des photos, hein, la liste des photos des candidats aux primaires de 2020. Donc il y a quand même du beau monde, hein. Bon, vous voyez Biden, Michael Bloomberg, Buttigieg à côté, vous avez Kamala Harris qui est là, Bernie Sanders ici, donc il y a quand même du monde. Il y a aussi des absents. Il y a aussi des absents. Ce qui est sorti pendant les années Trump, c'est ce qu'on appelle the squad, la gauche de la gauche. Cet escadron de jeunes élus, menés par Alexandria Ocasio-Cortez, venue de nulle part, une ancienne serveuse, donc des femmes, pire cauchemar pour Trump, des femmes issues des minorités de surcroît. Et à la base du Parti démocrate, on se prend à rêver. Un débat, Trump et quelqu'un comme Ocasio-Cortez, on se dit, ça va être quelque chose. Elles n'y vont pas. Elles n'y vont pas. Elles n'y vont pas pour plusieurs raisons. Donc on revient sur cette liste. Il y a beaucoup de candidats démocrates qui décident de ne pas y aller. Se met en place une compétition entre démocrates qui est normale pour une élection primaire. Mais on a toujours à l'esprit le psychodrame de 2016. Et on se dit, il faut quand même pas recommencer. Des gens comme The Squad, etc., des gens très très à gauche se disent, de toute façon, tant qu'il y aura cet establishment, c'est même pas la peine, ce sera une figure de l'establishment, cherchez pas, c'est pas la peine d'y aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voici la liste des candidats démocrates aux élections primaires. Avant même la primaire, en 2020, avant même que la primaire commence, on a quelques désistements. Pendant la primaire, on a encore quelques désistements. Résultat. Joe Biden est investi. Personnalité éminemment sympathique, etc. Mais grande figure de l'establishment. Et surtout, vous voyez bien que le DNC, le Democratic National Committee, a réussi quelque chose. C'est surtout à ne pas recommencer ce qui s'était produit en 2016, à avoir donc une rivalité à la tête du Parti démocrate qui va exploser au grand jour dans la dernière phase de la primaire, au moment de la convention, avec l'émission, campagne de presse et manipulation. Donc, Biden est investi. Donc, il accepte la nomination tout seul, parce que c'est à l'époque du Covid, là, il n'y a pas de grande convention. Et le monde se dit, les Américains, le monde se dit, ouais, chouette. Quelqu'un de respectable, il a été vice-président de Barack Obama pendant 8 ans, personnalité sympathique, tout le monde reconnaît qu'il est sympathique, compétent, franchement, il n'y a pas de... Mais grande figure de l'establishment, très très grande figure de l'establishment. Et là, il y a de quoi irriter la gauche de la gauche et de quoi irriter les grassroots. Si vous fréquentez les réseaux sociaux, Twitter notamment, il y a depuis 2020, il y a un déferlement de remontée acide anti-Biden parce que c'est une figure de l'establishment.
proche de Barack Obama, pas le pire, très proche d'Hillary Clinton. Ça a laissé des cicatrices, 2016. Très proche de Debbie Wasserman Schultz, qui a dû démissionner pour avoir saccagé la campagne de Bernie Sanders. Très proche du mari d'Hillary Clinton. The era of big government is over. Et très proche aussi des républicains. De son ami John McCain, sénateur républicain de l'Arizona, décédé depuis, personnalité éminemment respectable, mais républicain. Et au début de sa carrière, Biden était même prêt, assez proche de Reagan. Donc autant dire ça, pour les grassroots démocrates, ça discrédite. Bernie Sanders, à gauche, candidat à la primaire, qui est soutenu par les grassroots, on aime ou on n'aime pas Bernie Sanders, mais il a quand même une éthique politique. Il ne veut surtout pas que se reproduise ce qui s'est produit en 2016, parce que lui veut plus que tout éliminer Trump. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retire de la primaire démocrate dès le 8 avril 2020. Avril, mai, juin, juillet, donc plus de 3 ou 4 mois avant la convention. Il sort pour laisser le champ libre à Biden et permettre au Parti démocrate d'avoir une investiture, une nomination normale. Biden a tapé très fort sur Bernie Sanders pendant toute la campagne. Much of what he's proposing is very, very much pie in the sky. Donc voici ce que Biden, pendant la campagne, pense du programme de Bernie Sanders. J'ai décidé de faire simple. Ça m'a pris du temps quand même. Pie in the sky. Mettez-vous à la place de Bernie Sanders quand il doit se retirer. Ça, Biden, il le fait. Il le fait. Mais après avoir avalé une couleuvre en 2016 face à Hillary Clinton, sans doute que pour lui, c'est assez douloureux. Mais il le fait pour le Parti démocrate. Sans doute qu'il fait bien, puisque, mission accomplished, Biden va battre Trump. Et voici le Parti démocrate, enfin, débarrassé de Trump. Je pourrais se dire, tout va bien. On va quand même regarder plus en détail. Voici le ticket gagnant. Joe Biden, Kamala Harris, Biden-Harris 2020. C'est beau en termes de communication, c'est nickel, il y a la Maison Blanche derrière, tout va bien. En plus, ils ont gagné. Si on fait un petit peu attention, beaucoup d'entre vous sont historiens, donc on va mettre une ligne chronologique. On va retourner à l'année 1972. Qu'est-ce qui se passe en 1972? Rappelez-vous, je vous ai dit, Richard Nixon écrase George McGovern. Vous vous rappelez de ça, hein? Et du coup, l'establishment démocrate se décale vers la droite, c'est-à-dire vers le centre, vers une droite relative. C'est le début de notre histoire. De manière très intéressante, c'est cette année-là que un dénommé Joe Biden entre en politique et est élu pour la première fois au Sénat. Il est extrêmement jeune, on croit même qu'il ne pourra pas être élu parce qu'il n'a que 29 ans. Il faut 30 ans pour être sénateur aux États-Unis et à quelques jours près, ça le fait. Donc voici Joe Biden qui arrive au Sénat en 1972, qui commence une brillante carrière, à un moment où, comme je vous l'ai montré, le Congrès, il y a une opposition, mais vous voyez bien dans le mélange de points rouges et bleus, démocrates et républicains, que les élus parviennent à travailler ensemble. Ça veut dire que Joe Biden est d'une école politique, d'une tradition politique de cette époque-là. C'est quelqu'un qui est habitué et qui est habitué à travailler avec les républicains, qui est habitué aux logiques bipartisanes. Est-ce qu'il y a une cohérence avec Kamala Harris? Kamala Harris, elle entre au Sénat en 2016. Quand Trump est élu, à un moment où ça ressemble à ça.
ce sont des êtres, ce sont des créatures politiques extrêmement différentes, indépendamment de leur genre, de leur âge, etc. Kamala Harris est une enfant de la polarisation politique. Ce sont des gens qui ne regardent pas les faits politiques de la même manière. Vous avez 34 ans qui les séparent en termes d'entrée donc au Sénat. C'est colossal. C'est colossal. Et même si j'ajoute tous les autres petits critères chronologiques, Reagan en 80, Government is the problem, l'émergence du phénomène de polarisation, Clinton en 1996, The era of big government is over, Trump, Biden won, l'élection de 2024 qui va arriver, donc on ne sait pas si ce sera Biden ou Trump. Si j'isole la zone en bleu sur laquelle Léa Chevrolier travaille, et même si j'ajoute le tout début du processus de polarisation politique, on voit bien que Biden est quand même, j'aime bien Joe Biden, attention, hein, mais politiquement, c'est quand même une figure du passé. C'est un peu aussi pour ça que Trump, en tout cas les conseillers de Trump, le font passer pour une créature du passé. Parce que politiquement, il correspond à un autre âge, en termes du point de vue du Congrès. S'il est élu, il est réélu président des États-Unis ce mois de novembre, donc ce sera passé presque un demi-siècle entre son entrée au Sénat et 2024. Rapporter cela à la longueur de l'histoire américaine, c'est beaucoup. Donc vous avez un ticket Biden-Harris qui ne pose pas de problème. Et peut-être que stratégiquement, c'était peut-être bien vu, justement, d'essayer de lier les deux. Ça aussi, ça entre dans ce que Léa Chevrolier appelle la probable synthèse. Le fait est que de voir Biden et Harris côte à côte, vous avez l'incarnation des problématiques internes du Parti démocrate. Vous pourriez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Mission accomplished. On a défait Donald Trump. C'est vrai. Si on regarde la carte, c'est vrai, regardez, il y a du rouge, il y a du bleu. Bon, je ne vais pas revenir sur le système électoral aux États-Unis. Les États sont soit bleus, soit rouges. Pas de nuance. Hein. On a du bleu, du rouge, 50 États. On devrait avoir 50 nuances de mauve, mais non. C'est plus. Voilà. Donc, Biden gagne l'élection présidentielle, vous voyez bien, donc 306 points d'électeurs contre 232 pour Trump, 51,3% contre 46,9%. Tout le monde est content. Sur le coup, Biden a gagné, Trump a perdu. Enfin, tout le monde est content, du coup, les démocrates. Là aussi, c'est un petit peu superficiel comme lecture, parce qu'il faut aller regarder un phénomène qu'en anglais, on appelle the coattails. Coattails, c'est ça, sur un que de pis, c'est-à-dire c'est ce qui pend derrière. Et la métaphore en politique américaine, c'est au-delà de l'élection présidentielle. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle Election Day aux États-Unis, c'est le premier mardi du mois de novembre. Les Américains sont très pragmatiques, ils font tout le même jour pour le président, les sénateurs, etc. Donc c'est intéressant de voir au-delà de la victoire du président ce qui s'est passé dans les États. Puisque je vous ai dit qu'au même moment, on peut voter l'un et de l'autre. Donc voilà les coattails. Donc j'ai trouvé cette chose-là qui est assez humoristique, où on voit les coattails de Trump. Ça devrait s'arrêter, hein, donc House candidate, Senate candidate, mais vous voyez bien que Trump exerce une menace sur les élus au Congrès ou les candidats au Congrès en leur disant « vous avez intérêt à vous comporter comme je le souhaite ». Donc moi j'ai peut-être mauvais esprit, mais je suis allé regarder ce qu'étaient les coattails de Joe Biden. Mais pour ça, voici une comparaison donc avec d'autres grands présidents qui ont eu des choses importantes à faire. On voit Abraham Lincoln pendant la guerre de sécession, Franklin Roosevelt, puisque c'est l'incarnation de la doctrine démocrate, Reagan, je vous en ai parlé, Obama en 2008. Et donc, regardez dans quelles conditions ont été élus tous ces présidents. Vote populaire, supériorité assez écrasante en vote populaire. Ils ont tous gagné des sièges au Sénat. Ils ont tous gagné des sièges à la Chambre et tous gagné des gouverneurs.
Il y en a un pour qui ça se passe mal au niveau des coattails, c'est Biden. Il n'a que 4,4% de plus du vote populaire. C'est pas très bon, c'est le plus mauvais des 5 en termes de sièges au Sénat. Il n'y en a que 2 pour Lincoln, mais à l'époque, il n'y avait que 66 sénateurs, il y en a 100 pour Biden. Plus grave, il perd 13 sièges à la Chambre des représentants et il perd un gouverneur. Vous voyez bien que l'élection de Biden est fragile. Certes, il a battu Trump, mais il faut bien se voir que sur le terrain, dans les États, au niveau des grassroots, ça ne fonctionne pas très bien. Autre critère, regardez ce que j'ai mis entre accolades. Si on compare avec Obama, il a été vice-président d'Obama pendant 8 ans. C'est-à-dire qu'il n'a même pas récupéré, il n'a même pas pu récupérer ce dont avait pu bénéficier Barack Obama. Donc la victoire de Biden est extrêmement fragile. Est-ce que Joe Biden est un mauvais garçon? Non. C'est que la logique interne du Parti démocrate est très problématique. Qu'à regarder la presse, chez les républicains, donc c'est un auteur républicain qui a écrit ça, Biden had no election coattails. On pourrait se dire, ouais, c'est un américain, c'est un républicain, etc. J'ai pris dans un journal européen, un journal très marqué à gauche, Social Europe, Joe Biden's missing coattails. Donc on comprend tout de suite que la victoire de Biden et donc comprenez bien que l'ambiance chez les démocrates, elle ne s'arrange pas. Au contraire. Immédiatement, on voit dans la presse, c'est la fin de la récréation chez les démocrates. Et on n'a plus dans la polarisation politique l'âne contre l'éléphant. Non, on a l'âne contre l'âne. C'est les démocrates qui se combattent les uns les autres. J'en reviens à mes républicains, mon marqueur du New Deal, mes grassroots et mon establishment. Et l'establishment, là, est incarné par Joe Biden. Joe Biden à qui on reproche d'être beaucoup trop centriste et beaucoup trop éloigné donc des grassroots qui, eux, sont plus alignés sur Bernie Sanders. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il vient d'être élu, Biden. Il est président des États-Unis. Va se passer un phénomène que j'ai trouvé extraordinaire, qui m'a passionné pendant plusieurs mois, au début de la présidence Biden, et que j'ai baptisé la Rooseveltisation de Joe Biden. Il y a une machine de communication qui s'est mise en place. Il n'y a pas plus antinomique que Biden et le New Deal, mais il a fallu Rooseveltiser Biden. Il a fallu il fallait absolument sauver le soldat Biden. Le transformer, de quelque manière que ce soit, le transformer en Roosevelt. Je ne vais pas vous le dire moi, je vais le prendre dans la presse. Comment Joe Biden a maté la gauche? At least for now. 4 ways of looking at the radicalism of Joe Biden. Le radicalisme de Joe Biden. Alors si Joe Biden est un radical, Dieu, est-ce que Biden est le deuxième avènement de Roosevelt et de Johnson, de la Great Society? Est-ce que Biden est l'héritier de Franklin Roosevelt? Vous sentez la machine démocrate qui s'auto-intoxique? Il faut essayer d'y croire quand même. Et c'est parti. On était c'était le retour de l'ère du progressisme, de l'ère progressiste. Biden était devenu un paradigm shifter. Biden renverse la table. C'est de la communication politique, hein, et on comprend pourquoi ils le font. Il faut cette synthèse improbable, sinon le Parti démocrate va droit dans le mur tôt ou tard. Roosevelt avait un slogan, les 3 R du New Deal, Relief, Recovery and Reform, avec le R de Roosevelt. Eh bien, ne soyons pas en reste, le programme de Biden, c'est Build Back Better. Be for Biden. La ficelle est un peu grosse quand même.
Or, le seul qui ait jamais dit qu'il fallait retourner au New Deal, c'est Sanders. We must take up the unfinished business of the New Deal. Et Sanders dit ça depuis 2016. Et vous savez ce que Joe Biden pense de ça. Much of what he's proposing is very, very much pie in the sky. On peut s'en amuser. Et mettez-vous à la place des grassroots démocrates. C'est compliqué, hein? On n'est pas au bout de nos peines. Service de communication de la Maison-Blanche envoie le président des États-Unis en exercice sur un piquet de grève. Avec le syndicat des travailleurs de l'automobile. Et voici que Joe Biden, président des États-Unis, démocrate, prend le micro, le porte-voix, pour réclamer une augmentation pour les ouvriers de l'automobile. Biden, figure de l'establishment, extrêmement centriste. Le seul qui était très proche des syndicats, c'était Sanders. Curieux. Vous la voyez, la Rooseveltisation, et là on va même plus loin que Roosevelt. Hein, j'ai pris des choses, j'ai glané des choses au hasard. Voilà, j'ai pris ça sur mon portable récemment, il y a quelques jours, on pense que Biden allait défendre les infrastructures. Parce que le New Deal était adossé aux dépenses d'infrastructures, donc on fait des dépenses d'infrastructures. Il est allé faire ça dans l'État du Wisconsin, puisque l'État du Wisconsin est un des États qui a causé la défaite des démocrates en 2016. Donc on voit bien que la communication démocrate joue sur la rhétorique du New Deal. Alors, pour finir maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Mais les choses se présentent pour l'instant pas très très bien pour M. Biden. J'ai pris quelques sondages, donc un du 2 mars 2004, avec tout ce qu'on peut dire sur les sondages. Hein. Si l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui, visiblement les Américains voteraient Trump. Pourquoi est-ce que les Américains voteraient Trump? Très binaire d'habitude, c'est l'économie. How was the economy under Trump? L'économie sous Trump, elle était bonne à 65%. Et puis sous Biden, elle est moins bonne. C'est juste du ressenti. Et c'est ça qui est grave, parce que l'économie américaine se porte plutôt bien. Voici le pourcentage des Américains adultes qui considèrent que l'économie américaine est excellente ou plutôt bonne. Donc les Américains sont contents de l'économie, en moyenne, mais ils attribuent ça à Trump. Donc, vous voyez bien que la machine démocrate, elle gagnerait à se recentrer, à se ressaisir. Dans ce graphique, incidemment, on voit très bien le phénomène de Rooseveltisation au début de son mandat. C'est là qu'il y a eu cette phase de Rooseveltisation. Si vous lisez la presse américaine, et je suis sûr que vous faites ça tous les jours, vous voyez que Americans are happier about the economy. Why are they crediting Trump? Qui a une vision pour le pays? Trump. Alors on peut être en parfait désaccord avec cette vision. Et au moins il en a une. Et j'ai envie de vous dire de manière un petit peu critique, je vous mets au défi de me dire quel est le programme du Parti démocrate. Il y a pas le corps de doctrine est tellement affaibli que c'est un parti qui a une philosophie et que j'aime beaucoup par ailleurs, hein, mais que en ce moment qui est enferré dans une lutte simplement pour conquérir le pouvoir ou pour battre Trump, et donc le corps de doctrine disparaît. Il n'y a pas d'alternative véritablement idéologique à opposer. Pour l'immigration, voilà. Et donc, j'ai pris ce sondage le début de mars. Et ça aussi, donc ça s'améliore un petit peu en ce moment pour Biden, mais aujourd'hui, donc, les bookmakers, j'allais dire, envisagent toujours une victoire de Donald Trump. Et donc, le résultat de la présidentielle est très compliqué.
prédire. Il peut se produire un certain nombre de choses. Il y a toujours des événements, des scandales, etc. pendant les campagnes américaines. Vous savez que Trump est empêtré dans tout un tas de problèmes judiciaires, mais ça pose un problème parce qu'il ne faudrait pas que, déjà qu'il a contesté une élection qu'il a perdue, mais qui s'est déroulée à peu près normalement, si on l'empêche de concourir, ça pose d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'ils vont crier donc à l'illibéralisme et à dire que voilà, non seulement les démocrates ont truqué la première élection, mais ils l'ont carrément éliminé, ils lui ont interdit de se présenter. Voilà. Donc pour terminer, je finirai sur un point d'interrogation, parce que je ne sais pas. Voilà. Merci.